Merci beaucoup, Michel. Ceux qui s'en vont ont tort, car, comme l'a dit Arthur Comte, on ne connaît bien une science que lorsqu'on en connaît l'histoire, et il faut que les urologues connaissent leur histoire. Antonin Gosset avait déjà en 1941, dans son livre « Chirurgie et chirurgien », montré la difficulté de la connaissance de ce qui s'était passé avant auprès des jeunes internes. Et récemment, deux urologues avertis ont fait un travail historique, ce qui était très bien, mais avec quelques petites imprécisions, comme vous voulez le voir, ce qui montre l'intérêt de connaître son histoire. Et avant de vous traiter en 30 minutes, c'est-à-dire 3 années par minute, l'histoire de l'urologie parisienne, hospitalière et universitaire, je voudrais vous rappeler en 1900 comment fonctionnait la chirurgie. La chirurgie, c'était la chirurgie générale dite encyclopédique. Et en 1900, il y avait 3 spécialités seulement reconnues. Enfin, il n'y en avait même que 2, l'ophtalmo et l'urologie. La gynécologie n'a été reconnue en termes universitaires qu'en 1901 et la chirurgie infantile également en 1901. Deuxièmement, les hôpitaux fonctionnaient à mi-temps. Je vous rappelle que c'est en 1947 que les hôpitaux ont été ouverts à l'ensemble de la population. Jusqu'en 1947, si on avait des moyens même modérés, on ne pouvait pas aller se faire soigner à l'hôpital. Et on se faisait soigner dans des structures privées. D'autre part, dans les services de chirurgie, il y avait le chef de service, il y avait les internes et il y avait des assistants, mais pas toujours des assistants chirurgicaux. Vous verrez, il y avait souvent, et notamment en urologie, des assistants qui étaient très spécialisés dans certaines parties de la thérapeutique. Et d'autre part, il y avait une séparation totale entre le cursus hospitalier et le cursus universitaire. Pour être chef de service, sauf exception, il fallait être chirurgien des hôpitaux et passer un concours qui était le concours du bureau central. Puis il y avait la possibilité d'être agrégé pour un temps qui était d'ailleurs limité dans le temps. Et les professeurs de chaire, il y avait en 1900 à peine une douzaine de chaires de médecine ou de chirurgie avec des noms divers pour pouvoir couvrir l'ensemble de la pathologie. Et seuls les agrégés pouvaient concourir pour être professeurs de chaire et seuls les professeurs de chaire pouvaient avoir des chefs de clinique dans leur service. Le bureau central, alors pour certains d'entre vous, parmi les plus jeunes, ça ne veut rien dire. Le bureau central, en fait, ça vient de l'Hôtel-Dieu, où à Paris, depuis d'ailleurs plusieurs siècles, il y avait uniquement la possibilité d'avoir des consultations dans un hôpital à Paris qui était l'Hôtel-Dieu. Les autres hôpitaux n'avaient pas de structure de consultation. Et à ces consultations centralisées de l'Hôtel-Dieu, soit on repartait avec un traitement en fonction de la pathologie qu'on avait, soit on était hospitalisé, et à ce moment-là, le bureau central définissait dans quel type d'hôpital, parmi les hôpitaux existants, on était adressé, soit on était adressé aux services sociaux. Et qui faisait ce travail? C'était les chirurgiens des hôpitaux, ceux qui avaient passé le concours du bureau central, et qui étaient les chirurgiens des hôpitaux non chefs de service. Car ces chirurgiens n'étaient pas attachés à un service, ils faisaient les consultations au bureau central à l'Hôtel-Dieu. Ils remplaçaient les chefs de service pendant les vacances, pendant les maladies, lors des intérims administratifs. Et d'autre part, ils effectuaient les gardes. En 1900, il y avait un chirurgien des hôpitaux qui était de garde pour tout Paris et pour l'ensemble des hôpitaux. Et quand j'étais externe en 65, il y avait encore ce système. Le progrès, c'est qu'il y avait eu 2 chirurgiens pour l'ensemble des 12 ou 13 hôpitaux parisiens. La nomination de chef de service, qui se faisait lorsque quelqu'un partait à la retraite ou lorsqu'il décédait, eh bien, se faisait uniquement à l'ancienneté. Et vous verrez, avec l'exemple de l'urologie, que ça aboutissait à un changement régulier d'hôpitaux des différents chefs de service. Je vous ai fait ici un tableau sur les hôpitaux qui ont eu de l'urologie les plus anciens. Et vous pouvez voir de façon assez évidente... que les gens passaient... Alors, l'hôpital le plus récent dans la première période, qui était Saint-Louis, il y avait des changements très très fréquents, parce qu'au fur et à mesure que les places se déplaçaient,
que les places libérées à Necker, puis ceux de Lariboisière allaient à Necker, puis ceux qui étaient à Saint-Louis allaient à Lariboisière. Et vous voyez qu'on a des circuits qui vont systématiquement de droite à gauche. Et c'est à partir du moment où on a eu des hôpitaux plus modernes qui se sont construits que les chefs de service ont privilégié le plateau technique et la modernité à la notoriété historique, et l'axe s'est fait dans l'autre sens. Et on voit d'ailleurs Aboulker qui est passé de Lariboisière à Cochin, Cus qui est passé de Saint-Louis à La Pitié, le Duc qui est repassé de Lariboisière à Saint-Louis, etc. Alors, pardon. Il y a j'ai découpé, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, en 6 périodes, l'urologie à Paris. Et vous voyez, en rouge, en fonction des périodes, c'est les nouveaux services d'urologie qui sont apparus. Et en vert, c'est ceux qui ont fermé, car il y a eu, vous allez le voir, un certain nombre de modifications. Et vous pouvez noter d'ailleurs qu'entre la colonne de gauche et la colonne de droite, il y a des rythmes différents dans cette évolution. Première période, ce qu'on appelle la Belle Époque. À la Belle Époque, eh bien, le service Necker, il y a eu des communications de plusieurs membres du club Félix Guyon sur toutes les urologues de cette période. J'irai rapidement. Mais après la création de la Fondation Civiale, Guyon est donc devenu chef de service en 1957. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Guyon est devenu professeur de clinique urologique, que la chaire a été créée en 1990, on ne pouvait pas mettre une chaire dans une fondation et un service qui était discuté sur le plan universitaire. Et c'est pour ça qu'un nouveau service à Necker a été créé. Guyon a monté d'un étage, et la fondation Civiale a été prise par Horteloup, puis Routier. Mais comme globalement l'activité par rapport à celle du service de Guyon était très très faible, il a été décidé en 1902 d'ouvrir un service à Lariboisière et de transférer administrativement la fondation Civiale à Lariboisière. Et donc on va détailler un petit peu rapidement ces choses. Donc à Necker, les deux principaux élèves de Guyon, vous le savez tous, c'était Albaran et Legueux. Quand vous voyez sur les dates qui sont mises, ils se suivaient et se marquaient un peu à la culotte l'un l'autre. Et vous avez en noir les hôpitaux ou les postes qu'ils ont eus, car les chirurgiens des hôpitaux devaient suivre le changement successif dont je vous ai parlé. Et ainsi, par exemple, Albaran avait demandé à Guyon d'être nommé chef de la consultation pour lui permettre de rester à Necker, dans le service de Guyon, plus longtemps que ce qu'administrativement il pouvait faire. Puis il a dû partir à la Maison du Bois, qui est devenue l'hôpital Fernand Vidal. Et là encore, il s'est fait nommé professeur suppléant pour pouvoir continuer à faire de la recherche à Necker, alors qu'en fait, il était officiellement en poste à la Maison du Bois. Et puis, c'est la même chose pour Legueux, qui a remplacé en tant que chirurgien des hôpitaux non chef de service Duplay à l'Hôtel-Dieu, puis qui ensuite a été nommé chef de service à Trousseau à Bicêtre, mais qui s'est arrangé pour rester aussi à Necker, etc. En 1909, Albaran est malade et il va être remplacé par d'autres chirurgiens des hôpitaux, Marion Lenormand-Chevassus, puis va malheureusement décéder très rapidement en 1912. Et c'est Legueux qui était parti et qui commençait à s'orienter vers la gynécologie, qui va revenir prendre la chaire. Les autres chefs de clinique marquants de la fin de la période de Guyon, outre Albaran puis Legueux, ont été, on leur verra, Édouard Michon, Paul Noguès et puis Fernand Catelin, qui lui était parti avec construit un hôpital privé à Paris. Quand Legueux est revenu en 1912 à Necker, il a créé une équipe. Son principal assistant était Edmond Papin. Et Edmond Papin, dans le discours qu'il a fait à l'affût, a été très critique sur la manière dont fonctionnaient les nominations. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis, il y avait des spécialistes sur le plan de la fonction rénale, Ambar, Verliac, Morel. Lariboisière, deuxième service créé. Et en 1902, je vous ai expliqué pourquoi. Le problème, c'est que personne, en gros, ne voulait vraiment aller à Lariboisière, sauf une personne, et que
Guyon a dû insister et demander que le chef de service de Lariboisière ne soit chef de service que pendant 5 ans. Et Hartmann a accepté, alors qu'il n'était pas, il avait été chef de clinique chez Guyon, mais il se dirigeait vers la chirurgie générale. Il est devenu chef de service en 1902, ne connaissant pas énormément de choses en neurologie, mais ayant quand même une très grosse expérience dans la chirurgie du rein et les néphrectomies. Et d'ailleurs, les caricaturistes de l'époque l'avaient montré avec un barbecue avant l'heure. Et il s'est formé à l'urologie avec les 2 personnes qui étaient à la Fondation Civiale, qui étaient Luis, l'homme un des 2 qui a inventé des séparateurs d'urine pour apprécier la fonction rénale de façon alternative, et surtout Lavenant, qui était un urologue véritable. Et puis ensuite, Hartmann est parti dans d'autres lieux, mais je vous ai mis les 2 photos de Georges Cus, qui était le père de René Cus, et qui avait fait tout un rapport sur la chirurgie de la prostate pour adénome. Et puis vous voyez que Gouverneur, dont on reparlera, avait été chef de clinique chez Hartmann quand il était à Hôtel-Dieu. Et donc, quand Hartmann est parti en 1908, tout le monde pensait que c'est Édouard Michon qui allait devenir le successeur, car c'était un urologue reconnu, quelqu'un d'une stature morale assez extraordinaire. Et en fait, c'est Marion, qui avait été nommé chirurgien des hôpitaux 1 an avant lui, qui n'avait jamais fait d'urologie, qui était professeur agrégé de chirurgie générale, qui avait été pendant plusieurs années adjoint chez Duplay à l'Hôtel-Dieu, qui a choisi Lariboisière, et ce qui fait que Édouard Michon a été nommé ensuite dans des hôpitaux qui n'étaient pas des services d'urologie, mais des services de chirurgie générale, dans lesquels il a fait, lui, essentiellement de l'urologie, et il a formé notamment son neveu, Louis Michon. Et donc, quand Marion est arrivé, là encore, un chirurgien général, comme Hartmann, il n'avait aucune expérience urologique, et en fait, il a eu l'intelligence de garder l'avenant dans le service dans lequel il arrivait, et l'avenant a formé quasiment Marion à l'urologie. Et de même, Marion, vous l'avez vu tout à l'heure, a fait l'intérim de Albaran quand il était malade, et il a profité de ces 2 ans passés à Necker pour aussi se former plus à l'urologie. Et pendant que Marion était à Necker pour remplacer Albaran, Édouard Michon a été le remplaçant intérimaire de Marion à Lariboisière, où il n'avait pas été nommé. Puis en 1912, Marion revient à Lariboisière, c'est la guerre. Après la guerre, vous vous retrouvez donc à Paris avec 2 hôpitaux qui ont de l'urologie, Necker et Lariboisière, on les a vus, et vont être dans cette période créés 2 hôpitaux, Cochin et Saint-Louis, et en sachant qu'à Beaujon, il y a Édouard Michon qui faisait de l'urologie, et que d'autre part, à Saint-Antoine, il y avait Grégoire qui était chirurgien, professeur de chirurgie générale, qui avait donné également à Louis Michon une activité d'urologie à faire. Alors Cochin, Chevassus. Chevassus était là encore un chirurgien, essentiellement un chirurgien général. Il avait été nommé agrégé de chirurgie. Il avait un peu fait d'urologie quand il avait été chez Duplay, parce qu'il y avait eu Le Gueux puis Marion qui avait remplacé. Et puis, il a été amené à faire, à la suite de Marion, l'intérim de Chevassus à Necker, où il s'est formé à l'urologie. Et alors que Marion à Necker avait essentiellement appris l'urologie, Chevassus a changé les choses et notamment a modifié tout ce qui avait trait à l'appréciation de la fonction rénale, et notamment avec Ambar et les dosages de l'urée. Puis il quitte Necker en 1912 et est nommé chef de service à Cochin l'annexe, c'est-à-dire l'ancien hôpital des Vénériens ou hôpital Midi, qui s'est appelé à ce moment-là Cochin annexe, et qui était un très vieux service. Et il a, grâce à l'aide de Louis Mourier, qui était le directeur général de l'AP à l'époque, créé et fait construire le pavillon Albaran. C'était à l'époque le seul service vraiment moderne d'urologie en termes de plateau technique. Chevassus était chirurgien, biologiste et anapathe. Vous connaissez tous sa thèse sur le cancer du testicule. Et il avait créé, ce qui était assez innovant à l'époque, des cours académiques d'une part, également des cours payants pour les spécialistes des pays étrangers. Il a été nommé là encore, au départ, quand Le Gueux est parti, il a été nommé professeur, mais de pathologie externe, c'est-à-dire de chirurgie. Et il a été, en 1938, il a récupéré la chaire de clinique, parce que quand Marion
qui a été à Necker, après on va le voir, est parti en retraite. C'était Chevassus qui devait prendre la suite, mais il trouvait que Necker était trop vieillissant. Il avait son pavillon Albaran qu'il avait tout neuf depuis 1926, et donc il est retourné à Cochin et en amenant la chaire. Chevassus a eu des problèmes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il avait abandonné son service, et il a été réintégré en 1945. Vous avez donc ce nouvel hôpital, et puis il y a Saint-Louis qui a également un service d'urologie qui va être créé, dont le premier chef de service va être Hetzboyer, Maurice Hetzboyer, qui a été le dernier chef de clinique d'Albaran. Il est, lui, nommé agrégé d'urologie. C'est un des premiers qui est nommé agrégé d'urologie. Il va beaucoup travailler sur le courant électrique, l'endoscopie, avec Marion, et c'est lui qui est le créateur du journal d'urologie médicale et chirurgicale. Là encore, il va d'abord aller à ce qui va devenir Fernand Vidal plus tard, puis il est nommé en 1923 à Saint-Louis, où il y avait de la chirurgie, mais il y avait aussi beaucoup de pathologies du bas appareil. Vous avez une caricature, car à l'époque, tous les chefs de service étaient caricaturés dans certains journaux, et Maurice Hetzboyer prenait parfois les vessies pour des lanternes, d'après le caricaturiste. Il va partir de Saint-Louis en 1932 pour aller à Lariboisière. Il sera successivement suivi par Gouverneur, qui était là encore un chirurgien de chirurgie générale, qui lui n'a pas été nommé agrégé, qui était, on l'a vu, un ancien élève d'Hartmann, et qui a été à l'hôpital de la Charité, qui était le deuxième grand hôpital à l'époque après l'Hôtel-Dieu, et qui était à l'emplacement de l'actuelle nouvelle faculté de médecine, en 1924. Et il était arrivé à Saint-Louis en 1932, et Dossot, qui était un des assistants de Legueux, l'a rejoint à Saint-Louis. Et puis, il a ensuite été promu à Necker, et donc en 1938, c'est Louis Michon, qui, je vous le rappelle, avait été formé en dehors des services d'urologie classiques, qui est arrivé en 1938 à Saint-Louis. Il avait été auparavant chez son oncle Édouard Michon à Beaujon et chez Grégoire à Tenon-Saint-Antoine. Et il avait formé Dufour, Couvelaire et Delinotte. On le reverra tout à l'heure. Excusez-moi, il y a... Donc, dans cette période de l'entre-deux-guerres, on a vu que Marion, qui avait migré, Marion était un chirurgien qui considérait qu'il n'avait pas besoin d'agrégé. Il avait une équipe avec Bouchard, Perrard et Henri Marion, son fils, dont vous voyez les photos. Un service extrêmement organisé, puisque Violet, dans son discours, parlait d'un décalogue en 11 commandements, d'un dressage endoscopique des internes. Il simplifiait toujours les opérations au maximum, et il y avait le choix d'une intervention pour chaque pathologie. Il élevait les internes à usage de la province, à Die aux Vignes. Il est nommé professeur, là encore, de pathologie chirurgicale en 1932, parce que jusqu'à présent, il était essentiellement hospitalier, pas universitaire, mais il envisageait la succession de Legueux à Necker, et c'est le seul chef de service qui est devenu honoraire, a été en retraite à Lariboisière, puis ensuite a été nommé professeur titulaire d'Achères à Necker, 6 à 9 mois après, quand Legueux est parti de Necker. Et donc, Marion est devenu le titulaire. Et puis, il a été donc remplacé à Lariboisière par Hetzboyer. Et puis, Lariboisière a fermé en 1940 parce qu'elle a été réquisitionnée par les Allemands. Enfin, dans cette période de l'entre-deux-guerres, Legueux, qui était le titulaire de l'Achères à Necker, qui avait une nouvelle équipe. Papin était parti à l'hôpital Saint-Joseph. Bernard Fay, Raymond Dossot, dont vous voyez les caricatures, et Fernand Legueux, qui était un opérateur élégant, un enseignement très brillant, et qui a continué l'œuvre de Guyon, puis de Albaran, remplacé par Marion, comme je vous l'ai dit, en 1934. Et au départ de Marion, à Necker, en 1938, c'est Gouverneur qui est passé de Saint-Louis à Necker. Donc vous voyez ce système de chirurgical des hôpitaux qui entraînait des changements assez rapides. C'est la Deuxième Guerre mondiale, et au moment de à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
vous avez 4 services d'urologie, Necker, Lariboisière, Cochin, Saint-Louis. À la fin de cette période, Tenon va ouvrir. Et donc Necker est tenu par gouverneur, Lariboisière va être tenu par Louis Michon une fois que Lariboisière va être récupérée par l'assistance publique. Cochin, c'est Bernard Fay. Et donc nous allons voir ces 3 urologues avant de passer à Saint-Louis. Donc Robert Gouverneur, il a succédé Marion. Il n'était pas professeur. La chaire est partie, je vous l'ai dit, à Cochin avec Chevassus. Là encore, c'était un chirurgien, une chirurgie générale, mais il a eu l'intelligence de garder Marion, qui, bien qu'en retraite, est restée plusieurs années et un nombre important d'années à Necker, et ça a participé à l'éducation en tant qu'urologue de Gouverneur. Et d'autre part, Gouverneur a très rapidement eu 2 assistants qui étaient André Dufour et Pierre Aboulker, qui sont arrivés, donc vous avez la photo en bas. C'était un chirurgien qui a droit rapide, également un peu comme Marion, très simplificateur. Il choisissait ses interventions et aidait peu les internes. Et c'était l'enseignement, ceux qui ont parlé de lui considéraient que ça ne l'intéressait pas énormément. Bernard Fay, c'était l'inverse. Bernard Fay, c'était un enseignant très important. C'était un élève de Le Gueux. Vous avez son curriculum vitae. Et Bernard Fay, il a eu un certain nombre de déboires au départ, puisque quand Le Gueux est parti en 1933, il est resté 4 ans avec Marion. Et quand il a demandé à Marion ce qu'il pouvait faire, Marion lui a dit « vous regarderez ». Puis, quand Marion est parti, il a fait l'intérim administratif pendant quelques mois entre Marion et l'arrivée de Chevassus. Puis, quand le gouverneur est arrivé en 1939, il a fait un intérim de gouverneur qui était parti à l'armée, convoqué pendant quelques mois. Et puis enfin, il a succédé à Etzeboyer à Lariboisière, mais en 1939, et au bout de 6 mois, les Allemands ont récupéré et ont réquisitionné Lariboisière, ce qui fait que Fay n'avait pas de service. Puis il a été nommé, quand Chevassus a été destitué de son poste, il a été nommé à Cochin en 1940, et en 1945, alors que la chaire était à Cochin déjà depuis 1938 avec Chevassus, il a été officiellement nommé titulaire de la chaire. Et donc, les travaux de Fay à Cochin et de son équipe sont indiqués ici. Et l'équipe de Bernard Fay, c'était Raymond Dossot, René Cus, François Mathieu, Marcel Legrain et Louis Quenu, qui a été nommé à la fin de la période de Fay. En 1960, il est honoraire, part à la retraite, et c'est Pierre Aboulker qui va le remplacer. Le 3e homme qui était en place à ce moment-là, qui était Louis Michon. Je vous ai expliqué son cursus. Et quand il arrive à Lariboisière, il vient avec son équipe. Son équipe, c'est qui? C'est Pierre Delinotte, qui avait remplacé le précédent adjoint quand Louis Michon était à Saint-Louis, qui était Garcin. Et ensuite, Louis Michon va être nommé à Necker quand le gouverneur va quitter Necker. Et donc, il vient avec ses assistants, qui étaient Delinotte. Dufour était sur place, il garde Dufour. Vous avez la photo du service de Necker à ce moment-là, tandis que Aboulker va prendre l'hôpital Saint-Louis. Et donc, Louis Michon, comme Édouard Michon, était quelqu'un qui était très reconnu, qui avait une très grande notoriété, mais qui est aussi n'était pas forcément un innovateur, car il pensait toujours aux bénéfices-risques vis-à-vis du patient. Et c'est dans son service, on dit toujours que c'est Hamburger, mais c'est dans le service de Louis Michon que la greffe de Marius Reynard, qui a été très médiatisée, avait été faite par Wetz et Economos. Et en 1958, il part, remplacé par Roger Couvler. Et dans cette période après la guerre, eh bien, vous voyez à Saint-Louis, la rotation rapide de tous les chefs de service futurs se continue, puisqu'on a vu Louis Michon qui était passé à Lariboisière. Il va être succédé, lui qui succède, c'est Roger Couvler que Louis Michon avait pris sous son aile déjà dès Saint-Antoine, oui je dis bien. Puis quand Couvler va être nommé à Necker, à Lariboisière pour remplacer Michon, et puis ensuite à Necker, c'est Aboulker qui va prendre la place. Et quand Couvler va partir de Lariboisière à Necker, eh bien, Aboulker va remplacer Couvler. Et c'est dans les années 60-65 qu'on va avoir l'inversion
de ce système du bureau central parce que des nouveaux hôpitaux vont être créés et les chefs de service vont se dire que c'est peut-être mieux d'être dans des structures avec des plateaux techniques plus modernes. Enfin, dans cette période, la création de Tenon. Pourquoi ça a été créé? Il existait auparavant, avant-guerre et juste après la guerre, la Fondation Rothschild, qui est une fondation privée, dans laquelle il y avait Gaston Nora et Abramovitch, là où Steig d'ailleurs avait été interne. Et puis cet hôpital a été repris par la paix en 58, mais lors de la reprise, en 54, lors de la reprise de cet hôpital, l'urologie a été supprimée. Et la paix a décidé de créer un service d'urologie à Tenon en 58, parce qu'elle voulait y mettre aussi un service de néphrologie. Et donc en 58, c'est André Dufour, qui était, on le verra, un des assistants, on l'a vu, un des assistants de Louis Michon, qui va prendre le service et qui va le garder pendant 10 ans avec, ensuite, il prendra le fer à moulin, qui était l'école pratique d'urologie. Et puis, en 68, le service Tenon, au départ d'André Dufour, va être supprimé en tant que service et va devenir une antenne qui sera sous la dépendance de René Cus. 58-68, c'est la réforme Debré et la mise en place de la réforme Debré, puis la réforme avec les CHU après 68. Et donc, dans cette période, vous avez, dans les services les plus anciens, Necker, Lariboisière, Cochin et Saint-Louis, eh bien, vous avez Roger Couvler, Jacques Michon, Pierre Aboulker et René Cus. Et puis, je vous dirai un petit mot des successions à Tenon et puis de la création de nouveaux services, Mondor et La Pitié. Roger Couvler à Necker. Roger Couvler, vous avez vu, il avait fait Saint-Louis, Lariboisière, puis Necker, avec une équipe qui a été assez homogène et permanente, qui était Edmond Bagder, qui était un Suisse-allemand qui était intégré à l'équipe de Roger Couvler, Jean Auvert et Albert Moulonguet. Tout le monde connaît le travail considérable que Roger Couvler a fait des publications en neurologie, l'enseignant extraordinaire qu'il était, la notoriété de Roger Couvler qui était certaine, entretenue par le fait qu'il a été pendant très longtemps le rédacteur du journal d'urologie qui avait une diffusion importante. Tous ses travaux d'initiateur pour les cystectomies de remplacement intestinal, les fistules vésico-vaginales, mais il y avait aussi l'autre face qui était le caractère de polémique, de répartie cinglante. Par contre, Roger Couvler a été celui qui a défendu le fait que l'endoscopie soit dans l'activité des chirurgiens urologiques, contrairement à un certain nombre de personnes, car je vous rappelle que pendant toute cette période antérieure, dans tous les services d'urologie, il y avait des endoscopistes médecins qui faisaient la majorité de l'endoscopie. Et comme il faut honnête et que j'essaie d'être objectif, notre maître et mon maître René Cus, à cette époque-là, hésitait, était plutôt pour l'existence d'endoscopistes. Et je dois dire qu'avec Christian Châtelain, Alain Jardin et d'autres, on lui a dit, monsieur, on pense qu'en l'occurrence, c'est pas une bonne... Et il a changé d'avis. Roger Couvler, il a une chaire de pathologie chirurgicale, alors qu'il était totalement urologue, avec une formation évidemment complète. Et pourquoi il l'a eu? C'est Mondor qui a fait nommer Roger Couvler professeur de clinique chirurgicale contre les élèves d'Henri Mondor et notamment d'André Sicard. Donc à l'époque, il y avait quand même des petites tensions parfois. Sont arrivés Jacob Cuquier, qui a été en charge de l'uropédiatrie assez rapidement après l'arrivée de Roger Couvler à Necker, et puis ensuite Bertrand Dufour et Daniel Burton. En 72, alors que le service de Necker était vieillissant sur le plan des bâtiments, même s'il était très et toujours excessivement renommé, un nouveau bâtiment a été construit, qui a été là un des regrets importants de Roger Couvler, non pas sur ce nouveau bâtiment, mais sur le fait que Roger Couvler, qui avait trouvé de l'argent et également fait des plans pour l'urologie dans ce bâtiment, a été, malheureusement pour l'urologie, un peu court-circuité par les néphrologues, qui avaient notamment créé des blocs opératoires dans le service de néphrologie, qui n'ont jamais été utilisés. Et il a écrit, dans un certain nombre de cas, qu'il y avait des regrets de cette évolution. Pierre Aboulker à Cochin, c'était un élève d'Henri Mondor. Il a été assistant de gouverneur, on l'a vu.
Il a été nommé agrégé en urologie et puis chef de service, comme les prédécesseurs, Saint-Louis, puis Lariboisière, où il avait comme assistant Véterval, Berge et Steig. Puis il est passé à Cochin, donc c'était le premier qui a changé l'ordre de circulation des chefs de service. Il est connu pour avoir opéré Charles de Gaulle en 64, et ses élèves sont connus, Steig, Arvis, Bocon-Gibaud, à Cochin. Donc tout le monde reconnaissait son esprit critique et sa qualité intellectuelle. Il a toujours beaucoup privilégié les indications à la chirurgie elle-même en termes de communication. En 1958, et à la suite de Papin et à la suite de Gouverneur, Aboulker a fait une critique sévère mais juste a posteriori de la manière dont les urologues étaient nommés par le bureau central. En disant, et Fay l'avait dit d'ailleurs peu de temps avant, on nomme les urologues après des concours d'obstacles de chirurgie générale. On n'a rien à faire de savoir que les urologues connaissent le traitement du calvicieux ou la prise en charge de la dystocie quand on nomme des gens à 40 ou 50 ans à un moment où ils vont être moins productifs dans la recherche. René Cusse à Saint-Louis, élève de Fay, vous avez ici son curriculum vitae. René Cusse, responsable de l'antenne de Tenon, également d'un service à Foch en 60, l'histoire des greffes rénales que j'ai indiqué ici avec ses collaborateurs Camet, Poisson, Legrain, puis Châtelain, chirurgien également à l'hôpital Saint-Louis en 61 avec les équipes que vous avez là et tous les travaux qu'il a fait et qu'il a continué sur la chirurgie réparatrice de la voie excrétrice. Lariboisière et Tenon, Lariboisière, Jacques Michon, puisque Delinotte, qui avait pris la succession précédemment, est mort d'un accident de chasse. Et en 1964, Jacques Michon le remplace. Et ensuite, c'est Alain Leduc qui arrivera pour faire l'intérim de Jacques Michon, avant ensuite d'aller à Saint-Louis, parce qu'en 1984, au départ de Jacques Michon, le service de Lariboisière va fermer. En Tenon, au départ d'André Dufour, c'est Michel Pascal Buicker qui fait fonction de chef de service sous l'autorité administrative de René Cusse. Puis il décède en 1971 et après un intérim clinique de Victor Sedbon, c'est Philippe Thibault qui va faire fonction de chef de service à ce moment-là à Tenon. Les créations, Henri Mondor en 1971 avec Jean Auvert, toute sa carrière à la suite de Roger Couvler, et qui va ouvrir le service d'Henri Mondor avec comme successeur Claude Abou. Puis ensuite, à la Pitié, l'ouverture de la Pitié, la création de la troisième chaire de clinique urologique, la nouvelle équipe de René Cusse à Christian Châtelain, Jardin, Thibault et Le Guyot qui venait de Saint-Louis, la poursuite de la chirurgie conservatrice, de la transplantation, de la chirurgie fonctionnelle, puis l'apparition de la troisième équipe. Et en 1983, Christian Châtelain prend la suite de René Cusse. Et donc, sur les deux dernières diapositives, je vous ai mis les 20 dernières années pour que les plus jeunes, notamment, connaissent les noms et les têtes des différents services d'urologie de la période récente de 1978 à 2000. Et vous avez à Necker Jacob Cuquier qui a remplacé Roger Couvler, puis en 1981, le service de Necker est divisé en deux, une partie pour Cuquier, une partie pour Dufour, puis Cuquier s'en va à 1993, le service ferme. On a vu Lariboisière, Adolphe Steig succède à Pierre Aboulker en 1976, puis part en 1990 et la succession est faite par Bernard Debré. Nous avons vu Saint-Louis et Tenon et le Duc et Thibault seront là jusqu'en 2000. Auvert sa succession sera faite par Claude Abou en 1988. Et puis à la Pitié, Christian Châtelain, je vous l'ai dit, succède à René Cusse en 1983. Et puis j'ai l'honneur de succéder à Christian Châtelain en 1997. Et dans cette période des 20 dernières années, il y a eu, pour des raisons parfois de stratégie médicale, parfois ad hominem, la création de services d'urologie à Saint-Antoine pendant 10 ans, en 1979, d'Arvis, qui ensuite a été dans un autre service de Tenon créé, en l'occurrence en 1994,
puis ces structures ont disparu complètement. Vous avez eu la création de Bichat et de Bicêtre, car la paix voulait s'étendre sur la Grande Couronne. Et donc, c'est Moulonguet en 80, puis Bocon-Gibaud en 88, qui ont été en charge de Bichat. Alain Jardin en 84 est arrivé à Bicêtre et qui étaient tous les deux encore en fonction en 2000. À Ambroise Paré, Daniel Burton en 89, qui partira en 2003. Et puis, il ne faut pas oublier, par partie universitaire, c'est qu'à Foch et à Choisy, les anciens élèves de Cus, Camet et Brisset ont été chefs de service, remplacés par Maurice Camet, qui avait formé en l'occurrence le Duc et moi-même, par Henri Boteau en 89 et Jean-Marie Brisset par Guy Valencien en 96. Et donc, tout ce rapide survol pour indiquer l'importance de l'histoire, il faut fêter l'histoire, faire un clin d'œil aux grands caricaturistes du XXe siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci.